À la fin des années 70, la vie restait difficile pour de nombreux Chinois. Le gouvernement contrôlait strictement les entreprises, les prix, l'emploi et la production. La Chine avait besoin d'un grand changement pour renforcer son économie. Celui qui a mené ce changement était Deng Xiaoping. Il n'est pas devenu président de la Chine tout de suite. Mais à partir de 1978, il est devenu le dirigeant le plus puissant du pays et le principal décideur. Deng croyait que le Parti communiste chinois devait rester au pouvoir. Mais il savait aussi que la Chine ne progresserait pas si elle continuait simplement à suivre l'ancien système de Mao Zedong. Avec ses alliés Hu Yaobang et Zhao Ziyang, Deng a promu ce qu'on appelle les 4 modernisations. Son objectif était d'améliorer l'agriculture, l'industrie, la défense nationale et la science et la technologie. Son plan était simple. Il fallait d'abord renforcer la production, introduire de nouvelles technologies et ouvrir des secteurs économiques aux entreprises et investissements étrangers. Mais pendant que l'on discutait de la réforme économique, certains Chinois ont également réclamé la liberté politique. Sur un long mur de la rue Sidon à Pékin, les gens ont commencé à coller de grandes affiches. Ils y ont écrit leurs plaintes concernant la révolution culturelle, la corruption et les mauvaises politiques de l'époque de Mao. L'endroit est devenu connu sous le nom de mur de la démocratie. Au début, Deng a permis cela parce que les plaintes contre ses anciens adversaires au gouvernement lui étaient utiles. Mais la situation a changé lorsque les critiques ne visaient plus seulement les anciens officiels. Des activistes ont commencé à réclamer la démocratie et des réformes du système même de la Chine. L'un d'eux était Wei Jingsheng, un électricien et ancien garde rouge. En décembre 1978, il a affiché sur le mur de la démocratie un essai intitulé « La 5e la 5e modernisation ». Il y affirmait que la modernisation de l'agriculture ne suffisait pas, de l'industrie, de l'armée et de la technologie. Pour lui, la Chine avait aussi besoin de la démocratie pour que la vie de ses citoyens s'améliore réellement. La réponse du gouvernement a été claire. Wei a été arrêté et plus tard condamné à 15 ans de prison. D'autres activistes réclamant plus de liberté ont également été arrêtés. C'est ici que Deng a montré les limites de sa réforme. Il était prêt à changer l'économie. Mais il n'allait pas permettre que le Parti communiste perde le contrôle. Le 19 mars 1979, il a énoncé les 4 principes fondamentaux. Il y est stipulé que la Chine restera socialiste. Elle continuera d'être dirigée par le Parti communiste et ne renoncera pas aux idées fondamentales de Marx, Lénine et Mao. En d'autres termes, la façon de gagner de l'argent peut changer, mais pas le système de gouvernement. En même temps, Deng a commencé à renforcer les relations de la Chine avec d'autres pays. En 1979, il s'est rendu aux États-Unis. C'était la première visite là-bas d'un dirigeant majeur de la République populaire de Chine. Après que la Chine soit devenue un pays communiste en 1949, il avait pour objectif d'obtenir des technologies étrangères, des investissements et de nouveaux partenaires commerciaux. À partir de là, un système appelé socialisme aux caractéristiques chinoises a été introduit. Cela n'a pas complètement éliminé le socialisme. Le gouvernement a gardé un grand contrôle sur l'économie, mais certaines activités de marché ont été autorisées. Certains agriculteurs ont reçu plus de liberté pour décider quoi planter. Les petites entreprises privées ont été autorisées. Progressivement, la Chine a assoupli certains contrôles des prix et s'est ouverte aux entreprises étrangères avec prudence. La transformation du pays n'a pas été immédiate. À la place, le gouvernement a choisi certains endroits pour servir de terrain d'essai au nouveau système. On les a appelés des zones économiques spéciales. Dans ces endroits, il était plus facile pour les entreprises étrangères de faire des affaires. Il y avait des avantages fiscaux, des règles commerciales plus souples et de plus grandes opportunités pour construire des usines. Parmi les premières zones économiques spéciales figuraient Shenzhen, Zhuhai, Shantou et Xiamen. Elles ont été officiellement établies en 1980. Shenzhen a été choisie pour sa proximité avec Hong Kong, grand centre d'affaires international. Xiamen, elle, est située en face de Taïwan, de l'autre côté de la mer. Deng voulait utiliser ces endroits pour tester s'il était possible de combiner un contrôle politique strict avec une économie plus ouverte. Si l'expérience échouait, les dégâts seraient limités. Mais si elle réussissait, elle pourrait être étendue à d'autres parties de la Chine. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Les investissements étrangers sont arrivés, des usines ont été construites et l'emploi s'est multiplié. Shenzhen, qui était autrefois une petite région peu développée, est devenu l'un des centres d'affaires et de technologie les plus importants de la Chine. C'est le grand changement sous Deng Xiaoping.
Il n'a pas transformé la Chine en un pays démocratique. Au lieu de cela, il a ouvert la porte aux affaires et aux investissements étrangers tout en maintenant le contrôle strict du Parti communiste. Cette combinaison allait devenir la base de la rapide ascension de l'économie chinoise dans les décennies à venir. Malgré cela, les nouvelles zones économiques de la Chine ont rapidement prospéré et ont créé de nombreux emplois. La main-d'œuvre était bon marché, les impôts faibles et les règles commerciales plus souples qu'ailleurs. Parallèlement, l'agriculture provinciale a aussi été transformée. Le système précédent, où les agriculteurs travaillaient collectivement et où le gouvernement contrôlait presque toute la récolte, a été progressivement aboli. Chaque famille a reçu une parcelle de terre qu'elle pouvait cultiver et a été autorisée à vendre l'excédent de récolte après avoir remis la part requise au gouvernement. Comme ils avaient désormais la possibilité de gagner plus, les agriculteurs ont fait des efforts pour augmenter leur récolte. Au milieu des années 1980, presque tous les ménages ruraux utilisaient déjà ce nouveau système. La production alimentaire a également augmenté rapidement. Les universités ont de nouveau ouvert et l'examen d'entrée, qui avait été suspendu pendant la Révolution culturelle, a été rétabli. De nombreux étudiants, enseignants et fonctionnaires envoyés en province à l'époque ont pu revenir en ville. Mais alors que Deng Xiaoping réorganisait l'économie, une guerre a éclaté dans le pays voisin, le Vietnam. La Chine et le Vietnam étaient tous deux des pays communistes. Leurs relations se sont détériorées car le Vietnam a soutenu l'Union soviétique, ennemie de la Chine. En 1978, le Vietnam a envahi le Cambodge et a renversé les Khmers rouges dirigés par Pol Pot. Les Khmers rouges étaient alliés à la Chine, même s'ils tuaient beaucoup de Cambodgiens. En représailles, la Chine a donc attaqué le nord du Vietnam en 1979. La grande bataille n'a duré que quelques semaines, mais les deux camps ont subi de lourdes pertes. Le nombre réel de morts reste incertain, car les rapports divergent. Il est cependant clair que l'armée chinoise a eu du mal face aux forces vietnamiennes plus expérimentées. La guerre a montré que la Chine devait encore améliorer la formation, le commandement, l'armement et les méthodes de combat de son armée. Malgré la guerre, les relations de la Chine avec l'Occident ont continué de s'améliorer. Deng a accueilli des dirigeants venus de Grande-Bretagne, du Japon, de France et d'autres pays. La Chine a également changé sa façon de communiquer au sujet de Taïwan. Au lieu de toujours utiliser la menace d'une réunification par la force, elle a davantage mis l'accent sur la réunification pacifique. Deng a proposé le système « un pays, deux systèmes ». Cela signifiait que Taïwan pourrait être rattaché à la Chine tout en conservant son propre système économique et social. Taïwan a rejeté cette proposition. Leur gouvernement ne voulait pas être soumis au contrôle du Parti communiste chinois. À cette époque, le pinyin a été davantage utilisé dans le monde entier pour faciliter la lecture et l'écriture du mandarin avec l'alphabet latin. Ainsi, l'ancien nom Péking est devenu Beijing. Mais à l'intérieur de la Chine, le contrôle du Parti communiste est resté strict. L'un des plus grands problèmes auxquels il a été confronté était la croissance rapide de la population. Depuis la fondation de la République populaire de Chine en 1949, le taux de mortalité a diminué grâce à l'amélioration de la santé publique. En même temps, les familles étaient encouragées à avoir de nombreux enfants. À cause de cela, la population de la Chine a presque doublé en seulement quelques décennies. À cause de cela, en 1980, une politique stricte de l'enfant unique a été mise en place. Pour de nombreuses familles, un seul enfant était autorisé, malgré des exceptions selon la région et la situation. Les contrevenants risquaient une amende, la perte d'emploi ou d'autres sanctions. Dans certaines régions, les autorités ont aussi imposé l'avortement et la stérilisation forcée. La politique a aidé à ralentir la croissance de la population, mais elle a aussi causé de grands problèmes. Parce que certaines familles préféraient avoir un fils, le nombre d'hommes a dépassé de loin celui des femmes. Une génération d'enfants uniques a également grandi avec la responsabilité de s'occuper de 2 parents et de 4 grands-parents. Il y a aussi eu des changements dans la condition des femmes. Avant même l'époque de Deng, une nouvelle loi avait déjà accordé aux femmes des droits concernant le mariage, le divorce et la propriété. Beaucoup de femmes dans les villes ont également trouvé du travail. En 1980, la Chine faisait partie des premiers pays à approuver la Convention des Nations Unies contre la discrimination à l'égard des femmes. Mais la situation réelle est encore loin d'être égalitaire. Il y a peu de femmes aux plus hauts postes du gouvernement et des grandes entreprises. Le changement est également plus lent dans les provinces reculées. Alors que l'économie s'améliore, de nombreux étudiants espèrent que des réformes politiques suivront.
L'une des personnes qu'ils admiraient était Hu Yaobang, le secrétaire général du Parti communiste et un allié de longue date de Deng. Hu était plus ouvert aux opinions différentes. Il a soutenu certaines réformes et a critiqué les privilèges excessifs des enfants des hauts responsables, appelés les princelings. En 1986, des étudiants ont manifesté dans différentes villes. Ils ont demandé une plus grande liberté de la presse, un gouvernement plus ouvert et davantage de démocratie. Les hauts dirigeants ont blâmé Hu, disant qu'il était trop indulgent envers les manifestants. En janvier 1987, il a été contraint de démissionner de son poste et de faire un aveu public de ses soi-disant erreurs. En avril 1989, Hu a eu une crise cardiaque et est décédé. Pour beaucoup d'étudiants, il symbolisait un changement refusé par les anciens dirigeants communistes. Des milliers de personnes se sont réunies pour le pleurer. Mais le simple hommage à sa mémoire s'est rapidement transformé en une protestation contre la corruption, le manque de liberté et la répression sévère. Les étudiants ont afflué sur la place Tiananmen à Pékin. Exactement 70 ans après le mouvement étudiant de 1919, ils ont de nouveau appelé à la démocratie. Et cette fois-ci, ce n'est pas seulement un petit groupe qui fait face au Parti communiste. Une immense manifestation commence au cœur même du pouvoir en Chine. Le 13 mai 1989, des centaines d'étudiants ont entamé une grève de la faim sur la place Tiananmen. Ils ont refusé de manger pour forcer le gouvernement à dialoguer. Ils ont clairement déclaré qu'ils ne voulaient pas renverser le gouvernement. Ils demandaient la liberté d'expression, moins de corruption et des réformes politiques. Au fil du temps, des milliers d'autres étudiants les ont rejoints. Les ouvriers et les citoyens ordinaires sont également venus pour les soutenir. Les hauts dirigeants chinois étaient divisés sur la manière de gérer le mouvement de protestation. Zhao Zhang, le secrétaire général du Parti communiste, voulait dialoguer avec les étudiants. Le 19 mai, il s'est personnellement rendu sur la place Tiananmen et a supplié les étudiants de mettre fin à leur grève de la faim afin de ne pas mettre leur vie en danger. Il était à l'opposé du Premier ministre Li Peng, qui pensait qu'il fallait mettre immédiatement fin au mouvement de protestation. Deng Xiaoping a soutenu une réponse plus stricte. Le 20 mai, le gouvernement a déclaré la loi martiale dans certaines parties de Pékin. Il a envoyé des soldats. Mais au début, ils ont été bloqués par de nombreux résidents. Le mouvement de protestation s'est poursuivi. Dans la nuit du 3 juin jusqu'à l'aube du 4 juin, les soldats sont de nouveau entrés à Pékin, accompagnés de chars et de véhicules blindés. Ils ont tiré sur les personnes qui bloquaient les routes principales menant à la place Tiananmen. De nombreux civils ont été tués ou blessés. Jusqu'à présent, le nombre réel de morts reste incertain. Selon différentes estimations, il pourrait y avoir eu des centaines, voire des milliers de personnes tuées. Le gouvernement chinois contrôle strictement les informations concernant cet événement. Le 5 juin, un homme inconnu a été filmé alors qu'il se tenait devant une rangée de chars sur l'avenue Chang'an. Il leur a bloqué le passage à plusieurs reprises, même s'il risquait d'être écrasé ou abattu. On n'a jamais confirmé qui il était, ni ce qui lui est arrivé par la suite. Mais il est devenu mondialement connu sous le nom de Tankman, un symbole de la résistance contre un gouvernement oppressif. De nombreux pays ont fermement condamné la répression. Mais Deng a défendu l'action militaire. Il a qualifié la manifestation de trouble contre-révolutionnaire et a déclaré qu'il fallait l'arrêter pour maintenir le contrôle du Parti communiste. Zhao Zhang a été démis de ses fonctions en raison de sa sympathie envers les étudiants. Il est resté en résidence surveillée pendant environ 15 ans jusqu'à sa mort. Pendant ce temps, Li Peng est resté Premier ministre et est devenu l'un des principaux visages de la répression. L'événement a eu un impact considérable sur les relations de la Chine avec d'autres pays. Les États-Unis ont imposé des sanctions, ainsi que certains pays européens. La Banque mondiale et la Banque asiatique de développement ont aussi suspendu temporairement leurs activités normales de prêt à la Chine. L'intérêt de certains investisseurs étrangers a également baissé. Alors que la Chine se durcissait, c'était tout le contraire qui se passait à Taïwan. La loi martiale y a été levée en 1987. Peu à peu, les élections libres et la liberté politique se sont développées, tandis que l'économie, notamment dans la technologie et la fabrication de puces, a connu une croissance rapide. Après la répression de Tiananmen, l'élan des réformes économiques en Chine s'est également affaibli. Les dirigeants conservateurs, craignant que des changements trop rapides ne mènent à l'instabilité politique, ont repris de la force. Mais Deng n'a pas accepté que le pays recule complètement. En 1992, à l'âge de 87 ans, il a voyagé dans le sud de la Chine. Il a visité Shenzhen, Zhuhai, Shanghai et d'autres endroits qui se sont rapidement enrichis grâce aux réformes économiques.
On a appelé cela la tournée du Sud. Là, il a encouragé les responsables à accélérer l'ouverture de l'économie, à développer les entreprises et à ne pas laisser les anciennes idées communistes freiner le développement. Pour Deng, il n'est pas important de savoir si une méthode semble socialiste ou capitaliste. Ce qui compte, c'est si cela aide l'économie à croître et améliore la vie des gens. Grâce à sa forte influence, la réforme économique est redevenue la priorité de la Chine. C'est ici qu'un accord non officiel s'est formé entre le Parti communiste et le peuple. Le gouvernement n'accordera pas une grande liberté politique aux gens. Mais en échange, il a promis du travail, du développement, une vie meilleure et le retour de la Chine en tant que grande puissance. En 1992, le Parti communiste a officiellement appelé le système de la Chine une économie socialiste de marché. Cela signifie que le gouvernement est resté communiste, mais que le marché était désormais plus libre de fixer les prix et de gérer les entreprises. De nombreuses entreprises publiques ont été réorganisées, vendues ou fermées. En même temps, le nombre de grandes entreprises privées a rapidement augmenté. L'économie a connu une croissance rapide. Selon la Banque mondiale, depuis que la Chine a commencé à s'ouvrir, près de 800 millions de personnes sont sorties de l'extrême pauvreté. Mais ce développement rapide a eu un prix. Le logement gratuit, la nourriture bon marché et certains avantages offerts par le gouvernement ont diminué. Beaucoup de travailleurs ont perdu leur emploi lorsque les anciennes usines ont fermé. La corruption, la pollution et les inégalités se sont aussi accrues. Des millions de provinciaux ont rejoint les villes pour travailler. Mais à cause du système Hukou, beaucoup d'entre eux ont eu du mal à accéder à l'école publique, aux soins de santé et à d'autres avantages en ville. En 1997, Deng Xiaoping est décédé à l'âge de 92 ans. Pour ses partisans, il est le leader qui a ouvert l'économie et amélioré la vie d'un très grand nombre de Chinois. Mais pour ses détracteurs, il a utilisé la croissance économique pour maintenir la stricte domination du parti unique. Celui qui lui a succédé en tant que principal dirigeant est Jiang Zemin. Il a poursuivi l'ouverture de l'économie tout en maintenant un contrôle strict du Parti communiste sur la politique et la société. En juillet 1997, la Grande-Bretagne a rétrocédé Hong Kong à la Chine après 156 ans de domination. La Chine a promis que Hong Kong conserverait ses propres lois, son économie et son mode de vie sous le principe d'un pays, deux systèmes. 2 ans plus tard, le Portugal a également rétrocédé Macao à la Chine sous le même système. Beaucoup pensaient qu'en s'enrichissant, la Chine deviendrait plus démocratique, mais cela ne s'est pas produit. La classe moyenne et l'économie ont continué de croître, mais le gouvernement est resté sous le contrôle du Parti communiste. Le 11 décembre 2000, la Chine est devenue membre de l'Organisation mondiale du commerce. De plus en plus d'entreprises étrangères ont fait fabriquer leurs produits en Chine. Grâce à une main-d'œuvre bon marché et à de grandes usines, la Chine a rapidement augmenté ses exportations de produits et est devenue un important centre de fabrication. Mais avec plus d'usines, la pollution de l'air et les émissions de carbone ont aussi augmenté. En 2008, les premiers Jeux olympiques d'été organisés en Chine ont eu lieu à Pékin. Ce n'était pas seulement un événement sportif, cela a montré au monde entier que ce pays, autrefois pauvre et fermé, est devenu une puissance économique et une puissance mondiale en pleine croissance. Les Jeux olympiques de Pékin en 2008 ont été une grande démonstration de la nouvelle Chine. Lors de la cérémonie d'ouverture, cela a mis en valeur la longue histoire, la culture, la technologie et la puissance croissante du pays. En 2010, la Chine a dépassé le Japon et est devenue la deuxième plus grande économie du monde, après les États-Unis. Mais tout le monde n'est pas satisfait de la direction du Parti communiste. Au Tibet et au Xinjiang, il y a eu des protestations et des plaintes concernant le contrôle strict du gouvernement. Les autorités ont répondu par des arrestations, une surveillance étendue et une sécurité renforcée. L'accès à Internet a également été davantage restreint. Grâce à ce qu'on appelle la Grande Muraille électronique, le gouvernement bloque de nombreux sites étrangers et surveille les publications qui s'opposent au Parti communiste. Cela signifie qu'en échange de la promesse d'ordre et de développement, la liberté d'expression, la liberté de la presse et l'opposition politique sont limitées. En 2012, les 10 années au pouvoir de Hu se sont terminées. Les principaux dirigeants de la Chine. Celui qui lui a succédé en tant que secrétaire général du Parti communiste est Xi Jinping. Il est devenu président l'année suivante. Plus de 100 ans après la chute du dernier empereur de la dynastie Qing, la Chine est devenue très différente. D'un pays faible, pauvre et divisé par les guerres, elle est devenue un grand centre de fabrication, de commerce et une puissance mondiale. Mais une grande question demeure.
Jusqu'où la Chine peut-elle concilier son développement rapide et le contrôle strict du Parti communiste ? Car, alors que le pays se renforce à l'extérieur, l'emprise du gouvernement à l'intérieur se resserre de plus en plus.